Allez, Coralie, François, qui pose la première question à notre invité? Alors, je vais poser la première question politiquement coquine, plutôt coquine que politique. Vous êtes un être d'exception, monsieur Clément. Que d'être d'exception sur cette belle planète. Si on savait mettre en valeur l'ensemble de ces exceptions, effectivement, sans doute, nous vivrions des jours bien meilleurs, avec moins d'images terribles telles que celles que l'on voit au quotidien. L'exception, non, mais je suis quelqu'un qui me bat aujourd'hui C'est pour ça. face à la maladie, et effectivement, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, c'est important de dire que ça nécessite beaucoup d'énergie et de vouloir effectivement aller au bout du combat. Et on va en parler. Alors, si je vous dis que vous êtes un être d'exception, c'est parce que, vous l'avez dit, vous êtes atteint du cancer du sein. Et en France, seulement 1% d'hommes développent cette tumeur. C'est en ce sens que vous êtes un être exceptionnel, au-delà du fait que vous vous battez. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert cette tumeur, et peut-être que votre expérience, elle pourra faire écho à des personnes qui nous regardent. C'est aussi ça le sens de votre témoignage ce soir. Oui, j'ai découvert tout simplement en constatant l'état de mon sein, le téton notamment, qui se rétractait, et donc qui a attiré mon attention. Et immédiatement, donc, j'ai consulté mon généraliste qui m'a dirigé vers les spécialistes pour m'annoncer effectivement qu'il s'agissait d'un cancer. Quand vous avez appris la nouvelle, comment vous avez réagi ? C'est très bizarre parce que évidemment on est dans un état très particulier. On prend un coup de massue évidemment parce on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas. Il y a la dimension, l'effet de surprise. Et puis, il y a la capacité que l'on a, ou que l'on n'a pas, mais qu'il faut avoir, à se dire, eh bien, écoute, ça m'arrive aujourd'hui, ça arrive à tellement d'autres, il faut créer les conditions, développer l'énergie pour arriver à gagner le combat qui m'attend, quoi. Justement, qu'est-ce que c'est qui a changé dans votre manière de voir la vie aujourd'hui, après avoir passé cette épreuve ? Sans aucun doute, ça nous amène, quand on est confronté à cette situation, à relativiser un certain nombre, voire beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, de ce qui fait notre quotidien et qu'on ne percevait sans aucun doute pas de la même façon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est quelle relation à autrui, quelle relation à ses proches, quelle relation avec notre environnement, ses amis. Et on se dit, d'abord, c'est pour ça, je vais lutter parce que j'ai pas envie de perdre tout ça. J'ai envie de gagner le combat, j'ai envie de vivre, j'ai envie de tout mettre en œuvre pour que, d'une part, je puisse dépasser cette étape, et en même temps, si je peux, au travers du combat que je mène, offrir un peu de bonheur à celles et ceux qui, autour de moi, ont besoin, ont envie de moi. Voilà. Mais là où vous êtes aussi exceptionnel, c'est que vous êtes en plein protocole, chimio, on sait que c'est lourd, ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent que c'est compliqué, mais pour autant, vous avez souhaité vous présenter aux prochaines municipales à Domessargues. Comment on va pouvoir se faire traiter pour le cancer du sein et faire campagne pour une municipale, et comment surtout on en a envie ? Alors d'abord, c'était effectivement un scoop que j'ai annoncé chez vos confrères il y a quelques jours, de France Bleu. Oui, c'est un des éléments contributifs, sans aucun doute, dans mon parcours pour la vie. J'ai envie de vivre, j'ai envie de gagner, j'ai envie de surmonter la maladie. Et je me suis tracé un certain nombre d'objectifs et de perspectives. Et comme j'aime beaucoup, et je ne vis que pour ça, comme j'aime beaucoup les gens, évidemment, tous mes proches, et ça va de soi, de mes plus proches d'abord, ma famille, mais aussi toutes celles et ceux qui m'entourent au quotidien, mes amis, la population, mes amis du conseil municipal. Et puis mon village, c'est ma vie. Et donc, quelque part, prendre la décision de me représenter, ça veut dire continuer à vivre avec celles et ceux
que j'aime, et en même temps, essayer d'apporter encore le maximum pour mon village, pour les gens, pour les humains. Élargissons le territoire. On passe à l'Est-Gardonenque. Et on va parler des choses qui fâchent un peu plus. Le syndicat, le fameux syndicat mixte, sa gestion vient d'être sacrément épinglée par la Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport qui est aujourd'hui définitif. Dette, dysfonctionnement. Finalement, ce syndicat était-il si une bonne idée que ça à l'époque? On a vite basculé. Certaines... Mais c'est l'objectif de cette émission aussi, monsieur Clément. Elles sont nombreuses et ils sont nombreux, celles et ceux qui ont entendu le discours que j'ai tenu au moment où l'affaire a été traitée. Et les raisons pour lesquelles, non pas tout seul, mais avec mon conseil municipal, nous avions décidé de ne pas nous engager dans cette structure. Il ne s'agissait pas d'une position dogmatique, il ne s'agissait pas d'une position politique en tant que telle. Nous avions fait la démonstration et j'ai apporté la démonstration. D'ailleurs, les services de l'État, la direction des finances publiques, la préfecture, tout le monde a reconnu avec les éléments économiques que j'avais développés, que nous avions développés, et que nous avions bien fait de ne pas nous engager dans cette démarche-là. Aujourd'hui, le constat qui est fait par la Chambre régionale des comptes, à titre personnel, bien entendu, ne me surprend pas, puisque c'était un petit peu, en quelque sorte, la trajectoire que nous avions tracée. Et il s'avère que, malheureusement... C'était un peu inscrit dans les gènes de ce syndicat, quand même. Oui, alors moi, vous savez, je n'ai jamais joué la polémique sur ces questions. Je crois que l'objectif, quand on nous a... Il ne faut pas perdre de vue que on a été confronté en tant que commune à une dissolution d'une communauté de communes qui fonctionnait bien. Et c'est la loi NOTRe qui nous a imposé d'intégrer l'agglo de Nîmes pour l'essentiel des communes qui nous concernaient. Ce n'est pas notre choix. Notre choix, c'était de continuer à vivre tranquillement notre communauté de communes. Nous n'en serions pas là, puisqu'à ce moment-là, nous disposions de l'autonomie financière, de l'autonomie fiscale, des ressources, y compris des dotations de l'État. Mais à quoi servait ce syndicat mixte alors, puisque vous étiez intégré dans Nîmes Métropole, à part faire de la résistance? Et on se rend compte à la fin que ça coûte quand même de l'argent tout ça. Oui, moi encore une fois, je ne veux surtout pas polémiquer sur le sujet. À quoi il servait? Il y a un certain nombre de compétences qui effectivement faisaient doublon. On le sait, tout le monde le sait maintenant. Mais y compris pour un certain nombre d'autres compétences, on avait apporté la démonstration. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'avais personnellement négocié avec le président Lachaud à l'époque pour qu'on puisse négocier de façon différente et largement plus positive notre intégration dans l'agglo. Ça n'a pas été le choix majoritaire, moi je l'ai respecté, mais nous, commune de Domessargues, nous avons fait le choix effectivement de rester autonomes. Coralie. C'était il y a 7 ans, vous venez d'en parler, votre intégration à Nîmes Métropole. On parlait à l'époque de mariage forcé. Et aujourd'hui, avec du recul, on a plutôt envie de vous demander si ce n'est pas un mariage heureux, au regard quand même des nombreux travaux qui ont été entrepris sur les anciennes communes de Lens-Gardonnin, qu'on pense notamment à l'eau, à l'assainissement. Est-ce que finalement, ce n'est pas un mariage heureux? Alors, sur le premier volet, le mariage, il s'est fait... à la différence des mariages qui concernent les couples, là, effectivement, ce n'est pas un mariage choisi, c'est un mariage imposé. Bon, il existe, paraît-il, encore des pratiques de ce genre. On est nombreux à les contester. Donc, en politique, je les conteste de la même façon. Donc, c'est un mariage qu'on nous a imposé. À partir de là, quelque part, les règles démocratiques, en tout cas, c'est mon avis, ont été un petit peu mises à mal de ce point de vue. Après un mariage heureux, l'agglo de Nîmes, c'est beaucoup d'éléments que je considère positifs. Beaucoup d'éléments que je considère positifs. Et une grosse puissance quand même pour investir, il y a beaucoup d'argent. Oui, en même temps, il a fallu se battre pour que nous conservions les fonds de concours pour les petites communes notamment. Ça a été un débat et à un moment donné... il était question de les raboter. Il a fallu mener le combat. C'est pas si vieux que ça. Et sans aucun doute, cette question reste d'actualité. Mais si on exclut la question des fonds de concours, moi, vous savez, je suis en train de me battre actuellement, puisque vous me donnez l'occasion de le dire, pour qu'on nous révise
nos attributions de compensation, notamment pour les petites communes. J'ai proposé qu'on nous réactualise forfaitairement de 10 000 euros par an, c'est-à-dire une goutte d'eau pour Alors, l'agglo. attribution de compensation, c'est en fait ce que l'État verse à Nîmes Métropole et reverse aux communes. C'est de l'argent une fois que toutes les compétences ont été financées. Pour schématiser, pour faire comprendre un peu. Pas tout à fait, non. Les attributions de compensation, c'est la valorisation de l'ensemble des compétences qui n'ont pas été prises en charge par l'agglo et qui restent supportées par les communes. Les communes. Donc ça fait partie dans le cadre d'une évaluation qui se fait au travers de la commission en charge de ces questions. Par exemple, sur la petite enfance. Mais par exemple, la commune de Domessargues, moi je ne veux pas parler des autres. Nous, on a une crèche municipale et aujourd'hui on a un centre de loisirs communal qui accueille les enfants de très nombreux villages maintenant, de 4 communes de la communauté d'Agglo, Oui. mais y compris d'autres villages au-delà. On a eu jusqu'à plus de 50 enfants pendant les dernières vacances dans notre centre de loisirs. Eh bien, voyez-vous, tout cela, nous le finançons avec notre budget propre. Les attributions de compensation sont censées venir compenser une partie de ces charges-là. La vérité, c'est qu'elles ne correspondent plus aujourd'hui à nos besoins. Et depuis 2017, notre intégration dans l'agglo de Nîmes, ces attributions de compensation sont figées. Il n'y a pas de réactualisation. Donc je propose, pour les communes rurales, les plus petites communes, une révision forfaitaire de 10 000 euros par an, ce qui est dérisoire, mais qui serait considérable pour moi. Madame Mollaret posera la question. La semaine prochaine, le président de Nîmes Métropole sera sur ce plateau. Eh Vous pouvez bien, compter sur elle pour lui poser la question. Eh bien, je l'invite à répondre à cette demande, parce que cette demande, c'est vraiment goutte d'eau, j'insiste là-dessus. Mais On l'a pour nous- entendu. Allez, Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Et ensuite, François. D'abord, juste en quelques mots, je voulais simplement saluer votre courage, monsieur le maire, face à la maladie. C'est les messages que vous qu'on a traversez. également en direct. C'est hein. important, c'est vrai que c'est pas courant qu'un homme se livre comme ça, et je trouve que c'est intéressant, ça met en lumière le combat, donc je voulais toutes mes félicitations et bon courage surtout pour votre traitement. Ceci étant dit, toujours sur l'autonomie des communes, je voulais vous interroger. Il y a un débat qui revient, qui à mon sens est intéressant. Ce serait sur le rétablissement de la taxe d'habitation, qui a été supprimée il y a quelques années par le gouvernement en place, qui aujourd'hui revient un petit peu sur le devant de la scène. C'est assez intéressant. Moi, je pense que ça permettrait aussi de donner un lien, je veux dire, avec les citoyens, les habitants d'une cité. Ça les lie directement, j'allais dire, au budget, parce qu'il y a une contribution qui est directe, et puis ça permettrait aussi, voilà, aux maires C'est le de seul retrouver moyen, selon l'autonomie. vous, Jean-Baptiste, de créer du lien, payer un peu plus d'impôts. Vous êtes Non, mais sûr je veux dire, ça se compense de toute façon, c'est jamais gratuit, hein, de toute façon, donc on baissera ailleurs et on augmentera ici comme à chaque fois. Malheureusement ou pas. En tout cas, bon, c'est une question qui mérite d'être posée, je pense, et je voulais avoir l'avis d'un maire sur ce sujet. Mais Bernard Clément. J'apprécie cette question parce que, d'abord, la suppression de la taxe d'habitation, c'est 23 milliards de recettes dont on a privé les collectivités territoriales. Enfin, ça a été compensé par l'État, monsieur Clément, quand même. Sauf que, pas en totalité, et comme à chaque fois qu'une dotation évolue, en tout cas, il n'y a pas de mise à jour automatique, de valorisation automatique de cette dotation. En tout cas, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, dans le projet de loi de finances quand même, le budget 2025, il y a 5,5 milliards supplémentaires qui sont prévus en moins pour les collectivités territoriales. Oui, c'est pour ça. Et si l'on prend en compte l'ensemble des pertes subies sur les 2 dernières années pour les collectivités territoriales, on arrive à 11 milliards de pertes de recettes pour les collectivités territoriales. Or, aujourd'hui, il convient de le rappeler, les collectivités territoriales, dans leur ensemble, dans leur globalité, c'est 71% de l'investissement public. Et pour ou contre le rétablissement de cette taxe? Alors, moi, d'abord, j'étais contre la suppression de la taxe d'habitation. D'accord. Pourquoi ? Parce que la taxe d'habitation, elle concernait l'ensemble de la population qui était directement impliquée dans la gestion de la commune. Il ne faut pas perdre de vue, quand on nous dit, par exemple, oui, mais vous voulez rétablir un impôt qui va pénaliser tout le monde. Non. D'ores et déjà, enfin, précédemment, avec la taxe d'habitation, il y a un nombre de personnes en fonction de leurs revenus, de leur situation, qui étaient exonérées.
Donc la situation ne changerait pas de ce Mais point pour de les vue. classes moyennes, est-ce qu'il n'y a pas trop de taxes quand Et même? est-ce que depuis la suppression de la taxe d'habitation, par exemple à Domessargues, est-ce que vous n'avez pas augmenté l'assiette pour la taxe foncière? À Domessargues, on n'a Monsieur pas Clément. augmenté. À Domessargues, on n'a pas augmenté les impôts, et ce depuis de très nombreuses années. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Depuis de Oui, très mais nombreuses vous avez années, mais- bénéficié des revalorisations de l'État Non, via mais, l'Assemblée nationale. non, mais je le redis, nos dotations sont en baisse régulière. Nos dotations, la dotation globale de Oui, fonctionnement... les dotations, là, je vous parlais La de la taxe dotation foncière. globale de fonctionnement est en baisse. Il y a une baisse tendancielle de la DGF depuis des années. Et Allez, donc, deux dernières questions, si vous voulez bien, Oui, François. moi je veux revenir sur une de vos marottes, de vos projets qui ne sont pas du tout ni bêtes ni abscons. C'est le fameux tram-train. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes fait une raison sur le niet de l'agglo, soi-disant c'est trop cher, c'est trop coûteux, sur un projet, vous qui êtes un ancien cheminot, qui a quand même du sens? alors, il a du sens et il continue d'avoir du sens. D'abord, alors c'est pas une marotte, hein, je précise. C'était Oui, mais simplement... c'est votre cheval de bataille en tout cas. Oui, ça l'a été, ça l'est toujours. Je rappelle au passage d'ailleurs qu'il y a une association qui s'est mise en place, qui regroupe des citoyens de l'Avonage, qui regroupe les syndicats des cheminots, etc., et qui travaille, association, qui travaille à réfléchir à l'ensemble des outils nécessaires pour la mobilité sur le territoire, et notamment dans ce secteur. Donc le tram-train, en fait, quand j'ai proposé à l'agglo, le président Yvan Lachaud a soumis cette proposition au vote. C'est un vote qu'on a eu en décembre 2020. C'était le dernier conseil communautaire présidé par Yvan Lachaud. Décembre 2019. 2019, pardon. Décembre 2019, puisque les élections ont eu lieu l'année d'après. Si on écoutait dans les archives enregistrées de l'agglo de Nîmes, on pourrait écouter le discours qu'avait tenu à ce moment-là celui qui est devenu le président de l'agglo, Franck Proust, qui non seulement était élogieux par rapport à cette proposition, mais en plus l'a revendiqué à son titre. Et en Ça, c'était indiquant avant de connaître le coût du projet, en qu'il a indique- estimé en trop indiquant, élevé. oui, mais en indiquant qu'il portait cette proposition depuis longtemps. Ça, ça mérite quand même. Je dis ça rappelé, parce que quand on parle de marotte, c'était pas que ma marotte. Et voilà. Donc, deuxièmement, sur la question de l'utilité ou pas, bon, ça mériterait un débat. Je suis tout à fait disponible si Abdel me réinvite un jour pour ne parler que de ça, avec y compris d'autres autour de la table, très volontiers. Mais vous savez, j'avais présenté au terme de l'étude qu'on a cofinancée avec la région, l'agglo de Nîmes et la région, des résultats techniques sur la faisabilité. Première question qui était posée, est-ce que ce projet est faisable techniquement? La réponse du bureau d'études, c'est oui. Est-ce que le besoin existe par rapport à ce territoire? La réponse du bureau d'études est oui, puisque immédiatement, ça représentait 6000 véhicules de moins sur les routes sur la RD 40, et donc, en gros, entre 23 et 25% de réduction. Vous avez bon espoir, en tout cas, que ce projet puisse être remis sur la table, peut-être après 2026, Bernard Clément. Mais je ne fixe Si c'est Vincent Bouget qui est président de Nîmes Métropole, ça vous arrangera peut-être. Je ne fixe pas de terme. Quand on se bat, vous savez, j'ai parlé tout à l'heure d'un des combats que je mène actuellement. Il ne faut pas forcément fixer un terme dans les combats que l'on mène. Il faut simplement avoir un objectif. Cet objectif, c'est de gagner. Merci. Voilà. Merci Bernard Clément, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. On était très heureux de vous avoir dans l'émission. Vous restez avec nous.